Cosa Vostra. Tout le monde connaît plus ou moins ce ratio. Il faut 3, 4, 5 abonnés numériques pour compenser la disparition d'un abonné papier. Quand on a des tarifs à 2, 3, 4, 5, 6 euros, on ne peut pas espérer avoir les revenus qu'on avait avec un abonné papier. Donc moi, je suis attentif à ça. J'espère qu'on n'a pas un système aussi de destruction de valeur qui se fait avec des offres permanentes, avec des rabais extrêmement importants, parce qu'on n'est pas loin de cette quasi-gratuité dont on a eu un mal fou à sortir. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui, ou plutôt je suis dans le bureau de Pierre Louette, président-directeur général du groupe de presse Les Échos, Le Parisien. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil et d'avoir accepté mon invitation à venir parler un peu des Échos et du Parisien sur Mediarama. C'est un moment que je voulais vous avoir, donc c'est maintenant chose faite. Ça va. Alors, on commence souvent Mediarama par un peu la carte d'identité. Alors évidemment, tout le monde connaît Le Parisien, Les Échos, mais c'est toujours intéressant de remettre quand même quelques chiffres pour avoir un peu une idée de la place du groupe dans les médias. Le chiffre d'affaires du groupe, est-ce que vous l'avez de tête ? On vient de dépasser les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, on a à peu près 10-15% de hausse par rapport à ce qui était notre situation avant la pandémie. La carte d'identité du groupe, si vous m'invitez à la faire, c'est un exercice intéressant parce que vraiment, on est dans un ensemble qui mélange du très ancien et du très récent. Et c'est ça aussi, je trouve, disons, la vraie description de ce groupe. On a, avec les Échos, un titre qui remonte à 1908. Donc, on est vraiment très ancien. On a fêté les 110 ans des Échos juste quand j'ai pris mes fonctions. Et puis, on a aussi dans le groupe des sociétés toutes neuves ou qui ont 5 ans, 10 ans, enfin, qui sont beaucoup plus récentes. On est un groupe de médias au sens le plus plurimédia du terme. Ouais, le plus large. Le plus large. C'est pas que des journaux. C'est pas, voilà, le nom est. Non, c'est réducteur. On est habitué, et moi-même, ça m'arrive, il faut le dire, très régulièrement encore, de dire. J'ai lu un bon papier ou le journal a écrit que. Et en fait, évidemment, on a énormément d'activités de façon croissante qui sont online ou voire complètement online. On a beaucoup d'activités qui sont pas liées à un journal du tout, au sens où on entend un journal. On va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a eu beaucoup de diversification. Mais surtout, on est un grand groupe de médias avec des journaux écrits online, une radio, des chaînes de télé, des activités de diversification. Et on est un grand groupe de médias en pleine transformation. Et ça, c'est important. Je dirais, au début, je parlais de transformation. On peut même parler de transition digitale, parce qu'on passe d'un monde à l'autre. Souvent, j'ai eu cette expression qui était, on est en train de faire ce chemin de Gutenberg à Zuckerberg. C'était parce que mon fils m'a dit arrête de le dire, tu l'as trop souvent dit. Donc j'ai préféré lever le pied. Ce sera dit quand même. Mais ça dit un peu ce que ça veut dire, quoi. C'est vraiment des changements de paradigme. Voilà. En fait, hein. Là, on est en fait entre Gutenberg et ChatGPT maintenant. C'est plus ça la nouvelle frontière. Exactement. Donc les titres, vous en avez parlé, il y a eu la diversification. Est-ce qu'on peut quand même citer quelques autres titres phares qui composent dans le PNL du groupe ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et je n'ai pas souvent l'occasion de le présenter, donc ça me fait plaisir de le dire, c'est que on est un groupe avec plusieurs pôles. Bon, il y a un pôle très clairement qui est le journal Les Échos, dont on a déjà parlé, un leader incontesté dans le domaine de l'information économique généraliste, avec deux cahiers, un cahier macro, un cahier micro, voilà, le journal de référence et qui fait absolument référence dans toute la place et aussi pour les start-upers. Quiconque s'intéresse à l'économie, veut lever des fonds, doit en gros lire Les Échos, y être abonné. On est le seul journal à avoir une page sur les startups. Ah oui.
Là, je le dis, je suis pas abonné à 50 médias, mais quand même quelques-uns. Les Échos, ça reste un peu un basique pour moi, même sur les médias, en l'occurrence, Oui. la tech, etc. On n'a pas une concurrence infinie, il faut dire aussi, Non. dans l'information économique dans le pays. Le Figaro a un bon supplément. Le Monde a quand même souvent du mal à être vraiment pertinent en économie. Et puis, après, il y a la presse régionale Quelques dans pure laquelle il y a players. beaucoup de macros, mais personne ne fait autant de micros que nous. Et donc, Les Échos a un succès incroyable dans ce champ-là, puisque ça fait maintenant 12 ans, 13 ans qu'il voit sa diffusion augmenter. 13 ans d'affilée, personne ne peut dans le pays Je en crois dire qu'il autant. disait qu'il n'y a jamais eu autant d'abonnés au titre Les Échos dans l'histoire Ah bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi une du des journal. vertus du numérique, c'est qu'on arrive assez vite dans les grands nombres, quoi. Ouais. Mais 100 000 abonnés, toutes formes confondues, c'est quand même plus que ce que les fondateurs auraient pu imaginer quand ils ont créé les Échos, donc il y a très longtemps. Ça, c'est le premier titre et le premier pôle. Ensuite, il y a un deuxième pôle qui est proche des Échos, mais un peu différent, qui est l'information financière. Dedans, il y a Investir, et puis on a acheté boursier.com à Lagardère, et on a acheté aussi il y a un an Mieux vivre votre argent. Et donc là, on a un pôle qui, hors Boursorama, qui appartient à une banque, en fait, est vraiment numéro 1 dans l'information financière. Ensuite, on a un pôle classique, on va dire, musique classique. On avait Radio Classique, La radio radio. qui fait référence aussi et qui arrive à tenir son rang de radio numéro 1 en matière de musique classique et d'économie, puisqu'elle a une matinale très économique. Donc, dont on voit bien qu'elle est dans l'univers et une forme de connivence avec les Échos, avec pas mal d'ailleurs d'intervenants des Échos à l'antenne de Radio Classique. Et puis, on a pris 50% de Mezzo avec Groupe Canal+, avec lesquels on s'entend très bien à 50-50 dans le capital de Mezzo, et 50% de Medici, qui est une chaîne de musique classique online, en streaming. Et tout récemment également, on a acquis la majorité du capital de EuroArts, qui est une société de gestion de droits à Berlin. Et on est extrêmement heureux puisqu'on a là fait toute une intégration verticale. On a des catalogues, on a tous les vecteurs de diffusion de cette musique et on a une position de leader en Europe, en fait, en musique classique. On n'en a pas tellement parlé, c'est l'occasion. Non, c'est juste. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je posais la question, parce que des choses qu'on connaît pas forcément. Et donc, dans le secteur de la musique classique, vous êtes numéro 1 en Europe. Voilà, là aussi, ce ne sont pas des secteurs ou des segments de marché énormes. On est loin de l'industrie du rap, hein, la musique classique. Oui, en termes de volume, mais bien sûr, c'est une niche, mais en même temps, en termes de monétisation, d'audience, c'est des audiences qui sont monétisables, voilà, qui sont plutôt CSP++. Oui, et puis elles se renouvellent quand même, puisqu'on a toujours des nouvelles générations d'artistes qui sont très, très jeunes, qui attirent des auditeurs ou des spectateurs dans les salles. On a beaucoup de partenariats avec des festivals, des concerts. Et donc, on a cette position-là dans les médias thématiques, en finance, en musique classique. Et puis, un troisième pôle dans les médias thématiques qui est art et histoire, où là, on avait Connaissance des arts, qui est vraiment le leader en diffusion globale dans le monde de l'art, on va dire, et de façon, avec un positionnement un peu différent de Beaux-Arts, qui est un journal très respectable aussi, évidemment, mais Connaissance des arts est peut-être un peu plus scientifique, au fond, dans son approche. Et puis, on a pris une participation majoritaire dans une société qui organise des salons d'art, donc le salon du dessin qui se passe au Palais Brongniart tous les ans, et puis le salon Fine Arts qui a fusionné avec la Biennale des Antiquaires, et donc maintenant il va s'appeler Fab Paris, Fabulous Paris, donc c'est un très joli nom. Et puis on a aussi pris une participation majoritaire il y a peu de temps dans Citadel et Masno, qui est une incroyable maison d'édition qui date de 1935 et qui publie des livres d'art absolument merveilleux. Voilà, donc dans ce troisième domaine-là aussi, finance, musique classique, art et histoire, on a construit des leaders et ça donne une idée en fait de tout le sens et toute la vocation de ce groupe. Ce groupe de médias, plurimédias, il appartient à un groupe LVMH qui a en gros une habitude assez forte de faire des numéros 1 mondiaux. C'est une sorte de... C'est un peu la thèse d'investissement. Voilà, la thèse d'investissement, je dirais dans une image non autorisée, c'est un peu éleveur de champions. Ça rappelle une publicité qu'on ne citera pas. Mais voilà, et donc des marques acquises, développées, redressées, transformées et des leaders mondiaux dans bien des domaines. Évidemment la mode, on le sait bien avec Louis Vuitton, Christian Dior, mais aussi dans bien d'autres domaines d'activité du groupe. Donc nous, ce qui nous est au fond le mandat, la mission, c'est développer les titres, éventuellement faites des acquisitions qui vont renforcer des positions de leader, transformer les titres, même si ça prend du temps, le job c'est ça, la route c'est ça, et l'important au fond c'est ce chemin et cette destination-là. Ok, en termes de modèle économique, alors on en parlera, je vous avais dit, il y a la diversification, mais c'est principalement de l'abonnement et de la publicité. Est-ce que vous avez d'autres canaux de monétisation
très fort que vous cherchez à développer? Dans les revenus globaux du groupe, et ça varie beaucoup d'un titre à l'autre, on a encore toujours à peu près, enfin un peu moins de 50% liés à la diffusion. Donc la diffusion, c'est la vente de journaux et d'abonnements. On a 25% liés à la pub et 25% liés à la diversification. J'en ai pas dit grand-chose à l'instant, mais dans ce groupe, il y a une vraie tradition de diversification. Pour donner un exemple assez marrant historiquement, quand les Échos sont nés, très vite, les fondateurs, la famille de fondateurs, avaient créé un hôtel à côté du journal en disant, bon, comme il y a des voyageurs de commerce qui viennent et qui vont déposer des annonces chez nous, il faut bien les loger. Donc voilà, première idée de diversification. Alors, on n'a plus d'hôtel à nous, le groupe LVMH, on a quelques-uns, et des très beaux d'ailleurs, mais on a, nous, cette tradition, par exemple, de salons et d'événements. Donc, on avait depuis longtemps au sein de l'entité, les Échos notamment, hein. Les Échos, voilà, les Échos événements. Les Échos avaient aussi une grande tradition dans le domaine du publishing pour les experts comptables et commissaires aux comptes. Toute une série d'activités qui sont liées en fait à l'empreinte historique économique. Et puis dans les salons et événements, évidemment, j'en citerai juste trois. Go Entrepreneur, qui est le salon de référence sur ce million de créateurs d'entreprises chaque année en France. Hein. Donc vraiment une espèce de grande vigueur aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans notre pays. Inclusive Day, qui est un salon qui, lui, se préoccupe beaucoup de l'inclusion des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises. Et puis Vivatech, qui est évidemment le fleuron de tous les salons. Qui a un vrai succès commercial aussi, Vivatech. Ah oui, Vivatech est très... alors moi, j'ai assisté à la naissance de Vivatech. J'étais à l'époque chez Orange, donc j'étais plutôt un consommateur de Vivatech, et très, très impressionné, très heureux. Et on était sponsor chez Orange de Vivatech dès sa naissance. Et puis aujourd'hui, comme co-opérateur à 50-50 avec Publicis du salon, de l'événement, on voit que malgré la pandémie, malgré les moments où on ne pouvait pas trop aller dans des événements, eh bien Vivatech a trouvé sa place comme un leader incontesté en Europe des événements consacrés à la tech, à la force de la tech. Cette année, on a un peu un nouveau slogan qui est « In Tech We Trust » et qu'on assume, y compris dans son côté un peu provoque. Oui, il y a des débats sur la tech, oui, il y a des débats sur l'éthique de la tech. Bien sûr, absolument, il faut les avoir, mais on continue à penser que c'est plutôt mieux d'en avoir une technologie vibrante et en plein développement que de ne pas en avoir. Donc on continue à afficher ça. Même dans une année où c'est plus difficile pour les startups en termes d'investissement, on sent une espèce de ralentissement un peu dans la création de levées. Pour vous, là, sur Vivatech, la tendance est toujours est très bonne. On va renouer avec les plus grandes années de Vivatech, c'est avant le Covid. Avant le Covid. Pour les startups, Vivatech, c'est un vrai investissement. Moi, on m'a souvent démontré que pour beaucoup de startups qui viennent à Vivatech, c'est 20 à 25% de tous les leads commerciaux et de partenariats qu'elles vont avoir dans l'année qui sont générés lors de Vivatech. C'est incroyable en termes de valeur créée donc, sur quelques jours. Voilà, parce qu'en fait, là, cette année, 14, 15, 16, 17 juin, on va rencontrer énormément d'investisseurs potentiels, de grandes entreprises, de grands groupes qui ont besoin aussi de nouer des partenariats avec des plus jeunes. On va voir aussi, on voit déjà des gens qui sont venus la première année comme exposants start-up qui maintenant ont un stand, ont été financés, ont levé des fonds. Et sur la difficulté du marché, on pourrait en parler des heures. C'est un métier que j'ai fait un petit peu quand même dans le passé, aussi bien chez Europatweb que chez Orange, avec Orange Digital Ventures. Mais enfin, personne n'a jamais dit que ce serait que des bonnes années. Il faut lever de l'argent, il faut pas tout dépenser trop vite, il faut bien investir, il faut savoir qu'il y a des jours plus difficiles qui peuvent venir. Et évidemment, on verra la résilience des modèles et la capacité de gestion des uns et des autres à travers ces années de vaches un peu plus maigres. Oui. C'est ça la vie d'une entreprise. Ce ne sont pas que des périodes de vaches. Si c'était toujours facile et que tout le monde pouvait lever, ce serait évidemment un peu simple. Est-ce que l'organisation de ces événements, donc là on parle d'entrepreneurs, des publics assez jeunes, si je regarde de l'autre côté du prisme et pour un peu faire un cliché, les lecteurs du papier, du Parisien qui sont probablement plus âgés, enfin même pas probablement qu'ils le sont, c'est assez notoire. Comment vous faites pour renouveler les audiences et est-ce que ceux qui viennent dans les salons, vous arrivez à les faire venir sur les médias? Est-ce que ça a un impact aussi sur le média? Oui, alors à Vivatech, typiquement, on a des grands stands qui sont présents dans l'événement, où on voit un peu une production de ce que font les Échos, le Parisien, mais on organise aussi des jeux, on organise des concours, on organise des élections de la tech aussi, qui est un événement qui marche bien. On permet au public d'interagir. Parce que typiquement, c'est encore plus vrai pour le Parisien que pour les Échos. Le Parisien, quand il va dans un événement, il doit
continuer à avoir cette façon d'interagir avec son public. Le Parisien revendique beaucoup d'être à hauteur de lecteur, aux côtés du lecteur, comme ça, bouclier contre bouclier dans la bataille économique, dans la bataille de l'inflation, de la consommation, aussi de la transformation ESG de la planète. Et donc là, il y a des événements, les gens peuvent regarder, interagir, on fait des conférences sur nos stands. Enfin bon, on essaie de donner à voir la vivacité, la diversité des titres. Le Parisien a réussi à trouver sa place vraiment de mieux en mieux dans Vivatech. Les Échos l'avaient fondamentalement depuis le début, puisqu'il était co-créateur de l'événement. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que c'est peut-être plus spécialisé, plus niche. Alors c'est une énorme niche en l'occurrence, mais c'est vrai que le Parisien, c'est un média IPG un peu plus grand public. On voit moins tout de suite la synergie entre un Vivatech et le Parisien. Oui, alors ils sont tous les deux IPG. Hein, oui. En fait, mais ce que je voulais dire par IPG, c'était plus le côté très généraliste. Effectivement, on sent plus une synergie entre les Échos qui peut faire un traitement Vivatech qui va forcément plus intéresser globalement son audience. Mais c'est vrai. Et en même temps, le Parisien, il a trouvé sa place aussi dans le traitement de l'économie. Je le mentionnais au début de notre entretien, mais quand on a autant de créateurs d'entreprises, quand on a autant d'entreprises individuelles aussi qui se font. En fait, ce sont des lecteurs du Parisien aussi, quoi. On est dans les très, très grands nombres. Le Parisien, et aujourd'hui en France, ça a toujours été dans les grands nombres. Donc, dans tout le lectorat qu'on a, on a aussi beaucoup de créateurs et de gens qui vivent ou sont passionnés par l'entreprise. Donc, on a le Parisien Entreprise qui marche très bien, en fait, qui est très regardé. Et quand le Parisien va dans un événement économique, il trouve sa place tout à fait. Effectivement, les Échos vont avoir une couverture plus détaillée encore de l'événement, Vivatech en l'espèce, parce qu'il y a plein de boîtes que les Échos couvraient avant, suivent après, sur des qui seront présentes, exactement. Et c'est quoi la place justement du Parisien ? Je sors un peu de Vivatech, mais j'ai fait un épisode récemment avec Jean-Clément Texier qui connaît bien ce secteur de la presse. C'est l'historien de notre secteur. Exactement, hyper intéressant comme épisode parce qu'effectivement il connaît bien les arcanes. C'est quoi pour vous la place du Parisien ? C'est encore un média, un journal quotidien régional ? Est-ce qu'il a une vocation à être national ? Est-ce qu'on peut être abonné à un seul journal qui serait le Parisien versus Le Monde ? Il y a Ouest France aussi qui monte. Donc on sent quand même avec l'arrivée du numérique et donc un traitement au final temps réel, exhaustif, etc. Les positionnements changent, on n'est plus cantonné à une zone. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui le Parisien et aujourd'hui en France ? Alors, le Parisien aujourd'hui en France, il a une nature assez complexe, en fait, et il a plus de défis à relever que beaucoup d'autres titres. Pourquoi ? Parce que, par exemple, par rapport à son cousin immédiat, presque germain, qui est Les Échos, il n'est pas spécialisé dans l'économie, même si Les Échos a un peu dépassé cette condition-là, parce qu'il y a aussi une couverture culturelle. La partie idée dans le site des Échos est la deuxième ou troisième la plus consultée. Donc, en fait, beaucoup de nos lecteurs viennent voir... Pas juste voir ce qui se passe au CAC 40, quoi. Alors, il y a le CAC 40, il y a la macro, là, c'est les réserves, les banques centrales, il y a la micro, mais il y a aussi les idées. Bon, donc les Échos a étendu son territoire largement. Mais le Parisien, lui, il a un territoire absolument immense. C'est-à-dire que on y parle de tout. On y parle de politique, évidemment. On y parle d'économie, on l'a mentionné. On y parle beaucoup de culture, avec un service culture qui est formidable et qui fait pas mal autorité, en réalité, en matière de spectacle, de concert, de télé. Il est très lu, très craint, à un certain moment, parce que ce qu'il dit, ce qu'il écrit va être beaucoup suivi. Mais on a aussi, évidemment, la météo, l'hippique, le sport. Enfin bon, il faut me citer un sujet qui ne serait pas couvert par le Parisien. Et donc, c'est à la fois son orgueil et sa force d'être au cœur de la production médiatique, largement repris par les JT à 13h ou le 20h. C'est ce qui se dit, hein, tout le monde reprend un peu les sujets du Parisien sans forcément le citer par ailleurs. De plus en plus souvent, les collègues nous font pas toujours, mais bon, ça se fait un peu plus souvent. Je pense que les rédactions sont parlées et certains le font systématiquement même. Mais de toute façon, c'est très bien. Il vaut mieux être cité que jamais repris. Hein. Il y a des journaux qui sont jamais repris par personne et je pense qu'ils peuvent en souffrir de leur côté. Nous, on est beaucoup repris et en fait, quand on lit le Parisien le matin, on sait à peu près quel est l'agenda des Français en général. Parce que avec des millions de lecteurs que l'on a chaque mois, dans ces lecteurs-là, il y a des CSP+, il y a des CSP un peu moins que plus, il y a des chefs d'entreprise, il y a des enseignants, il y a un peu tout le monde. C'est comme on disait jadis, le métro à 5 heures. Dans le métro à 5 heures, il y a un petit peu toutes les classes sociales qui se mélangent. Et donc, ça donne une bonne perception de ce que les Français pensent et ressentent. Nous, ça nous donne une contrainte, c'est qu'on doit tout couvrir, donc une rédaction très, très importante. Et puis, il y a un enjeu compliqué, ça je voulais insister d'un mot là-dessus, c'est que il s'agit avec le Parisien de continuer à valider l'idée qu'il y a
toute une place donnée à un média généraliste à l'époque Internet. L'époque Internet, elle a au moins, du point de vue de la concurrence ou de la coexistence avec le Parisien, deux caractéristiques. D'abord, beaucoup d'informations est disponible gratuitement, spontanément. Et donc, dire qu'on a découvert complètement une information chez l'un ou l'autre, c'est pas toujours facile parce que c'est tout de suite repris, c'est tout de suite disponible. Donc, on s'informe de façon très large. On se désinforme aussi. Et ça, évidemment, ça donne toute sa place à des journaux comme Les Échos, Le Parisien et quelques confrères aussi pour donner une information vérifiée, sourcée dans laquelle on se trompe pas. Puis la deuxième contrainte aussi, c'est que Internet, beaucoup de choses fonctionnent vraiment bien dans la verticalité, c'est-à-dire un segment, être très profond dans une thématique. Très pointu. Voilà, exactement. C'est meilleur, par exemple, pour capter de la publicité. C'est meilleur peut-être aussi pour fidéliser. Alors, le Parisien ne l'est pas, puisqu'il est très bon dans plein de domaines, mais il est pas hyper vertical dans aucun d'entre eux. Il a des concurrents plus verticaux dans chacun de ces domaines. Ou alors, il faut le devenir, mais investir... recruter. On pourrait imaginer que dans chaque verticale, vous soyez les plus forts, les meilleurs, etc. Non, mais on a des reins d'excellence qu'en fait, nos confrères et concurrents nous laissent peut-être aussi. Mais si vous regardez les transports, l'immobilier, la culture, on disait tout à l'heure. Alors, je parlais. Mais transport immobilier, c'est vraiment la vraie vie des vrais gens. Ouais. C'est-à-dire, quand on fait des unes et des sujets et des grands sujets sur le site internet ou l'application en disant où s'installer à Paris ou dans le Grand Paris pour élever des enfants, évidemment, on a énormément d'audience parce qu'on parle vraiment à des gens qui se posent cette question-là. On a souvent plein d'abonnés nouveaux qui viennent pour lire cet article-là qui est derrière le paywall parce que c'est un sujet de préoccupation. Les sujets immobiliers, là, on va dire qu'on est presque dans une verticale. Personne ne les couvre autant. Comment on se déplace dans Paris? Comment le Grand Paris va changer ça? La RATP, ses problèmes, la ligne 12, machin. Enfin bon, voilà, tous les éléments qui sont liés à la fréquentation par leur ville des Parisiens et des grands Parisiens, puisqu'évidemment, on a toutes nos éditions locales, 78, 77, 80, 95, voilà, tous les départements autour de Paris. Donc, on a ça. Autre élément de complexité, il y a une double nature du Parisien, qui est un journal, un grand régional en Île-de-France. Il se trouve que l'Île-de-France, c'est très grand en France, et qui est aussi un journal aujourd'hui en France, qui là est un national au-delà de l'Île-de-France. Donc, il y a deux journaux en un. Aujourd'hui en France, étant produit à partir, au fond, de la base du Parisien, mais en enlevant les éditions locales. Donc, pas mal de complexité. C'est plus compliqué d'être le Parisien que d'être un autre journal. C'est plus challenging, comme on dit. Je trouve que ça a une vraie noblesse. Et encore une fois, on est engagé depuis 5 ans, avec 2 premiers succès et avec des choses qui restent à améliorer, évidemment, dans une transformation dans laquelle, effectivement, notre public, dont la moyenne d'âge est en gros la même maintenant, en papier et en ligne. Et en numérique, voilà. C'est donc un vrai élément intéressant, c'est que maintenant, on travaille avec cette connaissance-là de notre public et évidemment, de plus en plus, il y aura une bascule vers le online, mais il reste une puissance du papier qui est non négligeable. Puissance, et comme d'habitude, les choses ont 2 côtés, hein, c'est le fameux Janus bifrons des latins, c'est-à-dire que c'est bien d'être puissant, mais être dans le papier, c'est très coûteux. Par exemple, quand le papier double en prix, hein, la tonne de papier, évidemment, pour le Parisien, il est plus frappé qu'un titre qui sera faible en papier. Comment vous avez réagi à ça d'ailleurs, petit aparté sur la crise du papier? Est-ce que entre hausse de prix ou baisse de la pagination ou... Alors on n'a pas, on limite pas de recette un peu la magique, pagination, mais oui, mais on n'a pas voulu du tout réduire exagérément la pagination. Donc on a d'abord encaissé une partie de ce choc, on a augmenté un peu les prix, et puis il se trouve qu'on a pas trop mal géré, je pense. Grâce à nos équipes, en fait, des politiques d'abonnement, de maintien de prix, qui nous ont permis de pas prendre de plein fouet le choc. Mais ceci dit, en 2 ans, à l'échelle du groupe, c'est 15-20 millions d'euros de coûts d'inflation qui viennent. Dedans, il y a beaucoup de millions d'euros liés au papier. Donc, au cas où on n'aurait pas déjà eu des questions de transition, et au cas où ça n'aurait pas déjà été compliqué avant, ça s'est ajouté. Mais voilà, j'allais dire, c'est pareil pour tout le monde, tous les confrères. Tout le monde subit évidemment ces conséquences-là. Petite question là si on se met en perspective dans je sais pas, la temporalité, mais est-ce que pour vous, le papier va disparaître au Parisien? Alors je dis le Parisien, mais comme tous les titres. Vous diriez dans 20 ans, 50 ans, ou est-ce que pour vous c'est inimaginable que ça disparaisse?
Je pense qu'il y a des réponses différenciées selon les types de publications. Je vois Connaissance des Arts dans notre groupe a un très joli papier de très bonne qualité qui est vraiment favorable à des grandes reproductions d'œuvres d'art. Même si nos écrans sont beaux, je pense qu'il restera longtemps un public dans les sociétés du groupe. Voilà, pour le bel objet. Citadel et Masno qui fait des livres. Vous en avez dans mon bureau quelques exemplaires comme ça, immenses, avec des très grands format. Bon, c'est quand même pas pareil. Donc, il restera toujours un marché pour cet usage-là et ce moment de qualité. Mais oui, tendanciellement, bien sûr, on va avoir de plus en plus, au fur et à mesure que les générations, comment dire, de très jeunes lecteurs deviendront un peu moins jeunes et un peu moins jeunes, des gens qui sont nés qui sont des digital natives, qui ont toujours lu de l'info sous une forme ou une autre sur leur téléphone. Donc c'est vraiment un petit écran, plus ou moins grand, mais enfin il reste pas très très grand forcément. Alors après, il y aura des écrans pliants, il y aura différentes modalités, il y a des tablettes, on sait bien qu'on a des lecteurs sur tablette. Et oui, mais ça va durer longtemps. Pour un journal comme Le Parisien aujourd'hui, il n'y a pas de date qu'on puisse entrevoir. Il n'y a pas un plan. Non. C'est un grand plan. Alors, je pose des questions comme ça, mais de se dire. Parce que de toute façon, en plus, c'est extrêmement coûteux parce que derrière, il y a les problèmes sociaux, il y a toutes les équipes. C'est pas comme si on pouvait du jour au lendemain se dire tiens, on passe en 100% numérique et puis. Il y a un plan, il y a une vision, si vous voulez, il y a une destination. Enfin, on sait qu'on aura de plus en plus d'abonnés dans le monde online. Aux Parisiens, au passage, c'est quand même une chose. Malheureusement, le journal avait bénéficié d'assez peu d'investissements auparavant dans le groupe Amaury, d'après ce que je comprends, et c'est pas, disons, un mystère. Beaucoup d'investissements avaient été consacrés à l'équipe, à son site, à sa chaîne, et le Parisien, finalement, online, n'était pas très puissant quand il a été acquis par LVMH, et on tournait autour de 4-5 000 abonnés numériques, et le journal était gratuit en fait très peu de temps encore avant son acquisition. L'ancien modèle. Gratuit, il y avait eu différentes expériences menées. Bon. Alors c'est sûr, quand on a 5 000 abonnés, on part de peu. Alors aujourd'hui, on dépasse 85 000, donc on a vraiment énormément augmenté le nombre d'abonnés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est encore loin de ceux qui ont 5 ou 10 ans d'avance, en fait, historiquement sur nous, que sont Le Figaro ou Le Monde. Après, il y a un autre point quand on parle papier, et pardon, parce que là, on rentre un peu dans les entrailles de la gestion, mais je pense que ça vous intéresse. Bien sûr. D'un groupe de médias. Tout le monde connaît plus ou moins ce ratio. Il faut 3, 4, 5 abonnés numériques pour compenser la disparition d'un abonné papier. Vous avez des groupes aujourd'hui qui se gargarisent pas mal de leur nombre d'abonnés et tout le temps disent on a X centaines de milliers. Très bien, tant mieux. Moi, je regarde aussi les offres qu'ils pratiquent et qu'on pratique aux Parisiens, pas du tout aux Échos. Quand on a des tarifs à 2, 3, 4, 5, 6 euros, on ne peut pas espérer avoir les revenus qu'on avait avec un abonné papier. Non. Alors, il faut jouer un effet de massification, mais il ne faut pas avoir que des abonnés à 1 euro ou que des abonnés à 3 euros, parce que sinon, on aura vraiment besoin de beaucoup d'abonnés numériques pour compenser ce qu'on gagnait avec un abonné papier. Donc moi, je suis attentif à ça. J'espère qu'on n'a pas un système aussi de destruction de valeur qui se fait avec des offres permanentes, avec des rabais extrêmement importants, parce qu'on n'est pas loin parfois, je ne peux pas citer de titre, mais on n'est pas loin de cette quasi-gratuité dont on a eu un mal fou à sortir. Oui, alors c'est à la fois vrai, je pense qu'après ça se travaille par la data. On avait eu Violette Chaumier qui nous expliquait justement comment vous faisiez ça. Ça se calcule. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt à des offres pas chères. J'en parlais avec Emmanuel Alix, qui eux pratiquent quand même beaucoup ça, des offres un peu bon marché. Et ils se disent, si quelqu'un reste quand même abonné un certain nombre de temps, même à une offre basse, au bout d'un moment, l'usage vient. Donc en tout cas, ça se calcule, ça se mesure. Ça se modélise. Ouais, ça se modélise. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Et avec tout le monde a en ligne de mire le modèle du New York Times, qui est juste pas un modèle réplicable. C'est-à-dire, ça n'est pas un modèle réplicable. Déjà, de par le volume ou le bassin. Voilà, exactement. Le bassin électoral, quand on sait que 40% des électeurs sont pas dans le territoire américain, ou 50% même, c'est la langue anglaise. Quand on connaît la puissance et la puissance du bassin économique dans lequel le journal se trouve, les chiffres sont pas les mêmes. Les modèles sont donc pas les mêmes. Les modèles sont pas les mêmes. Après, vous avez raison d'insister là-dessus. La data, et on l'a beaucoup développé dans le groupe aussi, on a créé complètement, développé une équipe data qui était un peu embryonnaire au début avec des gens externes qu'on a internalisés.
ça nous permet de faire beaucoup d'études, mais du genre d'études que moi je voyais mener quand j'étais dans les télécoms. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on parle là, ce sont des études de coûts de conquête et de taux de churn. Le churn, c'est le nombre de personnes qu'on perd. On redécouvre là dans la presse, qui se pratique depuis longtemps chez les opérateurs télécoms, c'est combien ça coûte de le gagner, combien il me rapporte par mois et combien ça me coûte de le conserver. Et voilà, il ne faut pas qu'on vienne à cette espèce de machine à laver dans laquelle on aurait des taux de churn au-dessus de 50%, 60%, avec plein de gens qui sont prompts à prendre une offre de façon opportuniste parce que c'est tellement bas, et puis qu'on essaie de garder en leur reproposant une offre super basse, mais à la fin de la journée, ils ne peuvent pas nous rapporter beaucoup d'argent. Alors, ils peuvent rapporter aussi sous forme d'audience, et l'audience, elle est pubable, mais du côté de la pub, je rappelle quand même, et ça a été le sens du combat que moi j'ai quand même vraiment personnellement mené dans le domaine des droits voisins, du côté de la pub, la presse, les médias nés de la presse, on va dire, ils ont perdu 50% des revenus publicitaires en 10 ans. Donc la pub, elle est restée à peu près flat pour la télé, un peu en baisse à la radio, et elle a explosé vers les réseaux sociaux. Et donc la presse en a perdu une bonne partie. Donc les stratégies d'audience, il faut les préserver parce qu'on a vu qu'il y avait encore 25% de revenus, par exemple chez nous, qui viennent de la pub. Les stratégies de diffusion, il faut les développer, mais pas en détruisant la valeur. Donc on est entre tout ça, et je pense que les sujets sont peut-être devenus un peu plus compliqués maintenant pour la presse sous toutes ses formes, écrite et online, qui ne l'étaient il y a quelques années. Et voilà, la transformation et la transition, ça va continuer encore un moment. Oui, c'est clair. Et ça coûte et il faut investir. Vous parliez récemment, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, hein, mais du groupe Les Échos Le Parisien comme une médiathèque. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il y a plein c'est comme si les médias redevenaient des entreprises alors presque normales, dans le sens où on regarde maintenant la conquête, le taux de churn, etc., comme si on apprenait un peu ces métiers, ou alors c'est peut-être qu'ils sont vraiment très différents de la manière dont on le faisait dans le print, et pour le coup ça je suis pas un expert, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de rattrapage nécessaire pour se mettre à niveau des boîtes tech, et ça coûte ça en tout cas, donc je parle de ça pour deux choses, que vous puissiez nous parler un peu du côté médiathèque, et derrière quelque part un groupe qui appartient, donc on l'a dit, à LVMH, qui a investi beaucoup d'argent, on en parle beaucoup en ce moment, mais transformer un groupe comme ça prend du temps et ça coûte énormément d'argent. Alors je sais que c'est toujours plein de questions et c'est un peu ma spécialité. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans un milliardaire aujourd'hui, faire une transformation comme un groupe comme ça, en se disant qu'on est rentable et on va gérer en bon père de famille? Est-ce que c'est possible? Et derrière, qu'on parle un petit peu de tous ces investissements tech que vous avez fait et auxquels vous allez faire face. C'est beaucoup de questions dans la même question. Parce que ça vient, je sais pas ce que vous dire, mais on a ouvert pas mal de tiroirs à la fois. Peut-être deux ou trois façons de répondre. Première chose, il y a des signaux très encourageants de transformation. Je commence par là parce que c'est ça aussi, au fond, qu'on cherche. Comme on a un peu de temps, nous, étant adossés à un groupe très puissant pour se transformer, ce qu'on nous demande parfois aussi, c'est de montrer que c'est en train de se transformer. Alors, du point de vue... une rentabilité, mais que de montrer des signaux de transformation. Vous faites les choses. On fait les choses et ça se voit. J'évoquais tout à l'heure le nombre le portefeuille d'abonnés. Encore une fois, quand on passe de 5 000 à 90 000 en numérique, ça se voit quand même. Il y a eu quelque chose. J'ai beaucoup poussé pour que soit développée la vidéo dans le groupe Le Parisien. Aujourd'hui, on a, avec Le Parisien, le premier média sur YouTube. La chaîne YouTube du Parisien, c'est le premier média d'un journal. Hein. Encore une fois, un journal, le mot n'est pas approprié, mais non, mais bien on ce que je veux voit dire. bien ce qu'on veut dire d'un média. Titre, en fait, d'un média. Et là, par exemple, largement devant Brut, hein, dont on parle une souvent. Référence quand même en vidéo. Voilà. Mais en fait, on a sur YouTube 5 fois plus de vidéos vues que Brut. Donc c'était pas le cas forcément il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. On l'a développé. Brut s'est développé à l'international. Nous, on l'est pas. Enfin, les choses sont pas comparables. Mais en tout cas, dans cette chaîne-là, grand succès. Et d'ailleurs, on continue à investir là parce qu'au fond, on se dit, on était très grand et fort en papier. On a fait des podcasts. Ils sont rentrés dans le top des podcasts tout de suite. Ils sont en train de trouver leur modèle économique. Je crois aujourd'hui où on enregistre son millième épisode. Voilà, exactement, le millième. Et la story doit être à peu près dans les mêmes eaux, puisque c'était lancé à la même date. Et là, vraiment, pour le coup, à ma demande, en arrivant dans le groupe, en disant, mais c'est bizarre, on a rien, un podcast, faisons-en. Et les équipes en ont fait des formidables. Donc, en vidéo, grand succès. L'audience numérique, on est passé de 10 à 17, 20 millions en 5-6 ans. Donc, il y a des signaux du développement. Et au fond,
Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce média, ce multimédia ne disparaît pas, mais au contraire voit sa diffusion augmenter. Et l'an dernier, pour la première fois depuis des années, la diffusion globale a recommencé à augmenter. On avait tendanciellement une baisse du papier et un démarrage du online. Et maintenant, le online a tellement cru qu'il permet de compenser la baisse du papier. Donc ça, c'est bien. Je disais, les Échos, ça fait 13 ans d'affilée. Le Parisien, c'est la première année l'an dernier que c'est à nouveau le cas. Vous voyez, donc c'est pas la même situation. C'est pas le même code génétique. Ce ne sont pas les mêmes journaux. Et encore une fois, nos concurrents ont d'autres codes, d'autres histoires. Enfin, tout ça, c'est très difficile. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Alors, ce qui peut permettre de nous rapprocher, et le rapprochement est souvent fait, c'est qu'on dit le Figaro est adossé à un grand groupe industriel. Le Monde est adossé à un grand industriel, issu des télécoms, mais très diversifié aujourd'hui. J'en oublie forcément. Libération, je ne sais plus trop à qui ils sont adossés, mais ils doivent être adossés à quelqu'un. Ils ont toujours été adossés à quelqu'un, de toute façon, qui finance à perte. Prisma, je viens de dire. Effectivement, c'est le cas de nombreux médias. Et nous sommes adossés au groupe LVMH. Donc, moi, je suis de ceux, et je l'ai dit quand on m'a posé la question à chaque fois, c'est une très grande chance qu'on a, parce que si ces titres-là n'étaient pas adossés à des groupes capables de financer des transformations, aux États-Unis, le New York Times, il est adossé à une famille très opulente qui a pas eu que des années roses, hein, donc qui a financé une transfo aussi. D'autres titres sont chez Murdoch, qui est un grand milliardaire industriel. Enfin bon, ça se passe comme ça, quoi. Il y a des exceptions, probablement ici ou là, en Norvège, mais ce sont des conditions différentes. En tout cas, en France, c'est comme ça. Et on a plutôt de la chance parce que ça permet d'avoir une scène médiatique très vibrante, très active, avec beaucoup d'informations, beaucoup de titres et beaucoup de concurrence aussi. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que la concurrence est un bon vecteur de développement et de qualité. Et c'est comme ça qu'on se pousse les uns et les autres à aller plus loin. Donc, on a développé, ça prend des années. Moi, je suis déjà en train de me dire, ça fait 5 ans qu'on pousse la vidéo, qu'on pousse le développement du public jeune aux Échos avec les Échos Start, aux Parisiens aussi avec la vidéo, avec des abonnés à la chaîne TikTok. Enfin bon, tout le monde essaie d'aller dans tout ce sens-là, conquérir des lecteurs, garder des lecteurs, renouveler des lecteurs. Voilà, c'est vraiment le travail permanent. Ça prend du temps. S'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Et encore une fois, il vaut mieux être adossé à des gens qui savent que le temps, ça compte et qu'il faut donner du temps à une affaire pour se développer. Ouais. Et donc, vous cherchez à devenir une médiathèque, une société de tech, médias. Est-ce que vous l'êtes déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition pour vous? Alors déjà, tout à l'heure, je réagissais, je disais médiathèque, ça fait penser dans les collectivités territoriales quand on crée une vidéothèque, non, c'est une média. Et plus loin, tech, T-E-C-H. En 2 mots. Voilà, donc, comme médiathèque. Voilà. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, et on l'entend dans nos échanges, je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de tech, de techniques, de toutes sortes de techniques. On a recensé récemment la communauté tech dans le groupe, hein, et on a recensé environ 150 personnes qui sont développeurs, programmateurs de différents langages, ingénieurs data, qui développent, travaillent en Python, enfin dans tous les langages qu'on connaît, ou qui sont aussi vraiment dans le marketing online le plus proche de la tech. Et on en a fait une communauté pour leur donner une gestion RH particulière, une animation particulière, aussi pour les fidéliser. Parce que comme je dis souvent, on est médiathèque, parce que quand on recrute un développeur dans tel ou tel langage, j'évoquais Python à l'instant, mais c'est vrai d'autres cas, on est en concurrence avec tous les gens de la tech qui recrutent les mêmes, qui sortent des mêmes écoles, pas en assez grand nombre. Des levées, qui ont des produits intéressants, des plateformes de marque hyper intéressantes. Donc, il faut se mettre au niveau. Voilà. Et donc, quand on les recrute, souvent, on commence par leur expliquer tout ce qu'on fait. Et souvent, ils viennent vers nous en disant, il y a un supplément d'âme chez vous, c'est un média, c'est intéressant. Et en général, la deuxième réaction, c'est, non, mais j'aurais jamais imaginé que vous fassiez tout ça, qu'il y ait autant de personnes qui sont dans le dev, on est organisé en squad, aux Parisiens, ça va être le cas bientôt. Tout ça, ça sonne très familier pour des gens qui sont dans des startups ou qui sont dans des boîtes de tech. Donc, on a, en fait, 750 environ, je pense, journalistes aujourd'hui dans tous les titres du groupe, 750, donc qui produisent des contenus de grande qualité, 150 personnes dans la tech, ensuite des fonctions support commerciales, de gestion. Enfin, vous voyez, c'est ça un peu les trois. Et c'est pour ça qu'on dit média tech, des médias appuyés, parce que des médias qui ne seraient pas appuyés aujourd'hui à des fonctions tech bien développées seraient des médias qui ne trouveraient pas leur public. Or, moi, ce qui est évident, c'est qu'on doit faire des choses de grande qualité, mais aussi veiller à ce que ces contenus-là aillent vers les bons publics et puis les fidélise et les conquiert avant de les fidéliser. Ouais, c'est clair. Est-ce que aussi investir dans la tech, ça permet de rester indépendant? Je sais que vous avez un grand combat. Alors combat, peut-être. Enfin, si c'est un combat contre les GAFAM, plus sur la captation de valeur, les droits voisins, etc. Mais sur le côté tech, est-ce qu'on peut être
partenaires de ces sociétés-là, utiliser leur tech? Est-ce qu'il faut être absolument autonome parce que c'est ce qui crée de la valeur et ce qui permet d'avoir un avantage concurrentiel? Non, je pense pas qu'il faille être absolument autonome. Ça serait difficile aujourd'hui de dire. D'abord, on ne peut pas être autonome d'un Google ou d'un Facebook C'est plus possible. dans le domaine de l'adtech. C'est très très compliqué. Il y a des solutions alternatives. Elles sont assez peu fréquemment. Le Figaro, je crois, a longtemps été singulier et puis a fini par basculer aussi. C'est compliqué. Alors, moi, je suis vraiment beaucoup plus aujourd'hui, et ça fait des années que j'ai mené des combats et trouvé des accords aussi avec les GAFA. On va dire. À l'AFP, j'étais PDG de Et à l'AFP. l'Alliance aussi. J'avais mené ce combat à l'époque contre Google au titre de l'AFP. Et à l'Alliance, j'ai retrouvé aussi cette joie-là. Mais il y a la joie du combat, mais il y a une joie encore plus grande qui est de trouver un accord. Et vraiment, quand on a un bon accord et qu'on se dit qu'on a une rémunération qui est légalement due et que surtout on trouve des façons de travailler avec, c'est une sorte de common ground qu'on a déterminé entre deux populations très différentes, de très vieilles entreprises qui étaient là, issues du papier de Gutenberg, et qui tout d'un coup vont arriver de jeunes entreprises, souvent extrêmement dynamiques, très talentueuses aussi, et qui parfois ont un petit peu de mal avec le cadre légal qui s'impose à elles. Bon, il faut trouver un terrain d'entente. Et on l'a trouvé à différents moments. Ça continue à être, comme on disait dans la gauche française des années 70, l'union est un combat. Il faut continuer tous les jours à se battre pour rester unis, parce que il y a des nouveaux acteurs encore qui ne veulent pas tout à fait jouer le jeu. La loi peut changer, l'Europe produit des nouvelles normes. Bon. Donc on va vivre ensemble. On est dans un système dans lequel on coexiste de toute façon et on a vraiment intérêt à travailler du mieux possible ensemble. Et je pense que c'est bien compris des deux côtés de la table maintenant. On n'est pas considéré comme quantité négligeable et on ne considère pas nos contradicteurs comme le diable. Ce serait un cliché, ce serait pas constructif. Nous sommes ensemble et on a des destins en partie liés. Et vous communiquez bien avec les médias. Alors, je sais que vous étiez à la tête de l'Alliance, c'était le cas. On sent parfois un peu de concurrence, mais c'est normal. La concurrence, c'est aussi sain, vous le disiez. Est-ce qu'on pourrait faire plus au niveau de l'Alliance d'éditeurs, au niveau français, au niveau européen, pour être encore plus fort Alors, je sais qu'il y a des initiatives, certaines un peu des fails, type Pass Média, malgré tout. Moi, j'avais poussé, on y a cru, mais bon, ça marche pas pour plein de raisons. Des choses plutôt positives, on va dire, comme Diverto. Alors, vous en faites pas partie, mais ça reste quand même une belle réussite, je pense, d'éditeurs qui se mettent ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir encore plus d'initiatives communes, plus de mutualisation pour être plus fort? Moi, j'avais espéré qu'on arrive à, par exemple, avoir une sorte d'identifiant unique pour un single sign-on. Ouais. Bon, je crois que ça n'a pas été possible. Nous, on est dans l'Alliance Gravity où justement on travaille avec beaucoup d'autres titres et ça marche bien. D'ailleurs, c'est profitable mais ça reste aussi d'une taille encore un peu limitée, mais à monétiser, à enrichir en data des contenus de l'inventaire publicitaire qu'on peut vendre. J'allais dire, j'ai rêvé un moment, après bien sûr la réalité est plus complexe que ça, mais qu'on continue à réduire le nombre de syndicats qui représentent la presse. L'Alliance pour la presse, elle est quand même issue du rapprochement de 4 syndicats. Ils étaient séparés avant. Le syndicat de la presse quotidienne nationale, presse quotidienne régionale, presse hebdomadaire, régionale et départementale aussi. Bon, de 4, on est passé à 1. C'est une confédération, mais l'Alliance a pu développer un plan filière et le faire adopter et largement mettre en œuvre. Et heureusement, on en a bénéficié bien. Il reste quand même une presse magazine qui est à côté, une presse spécialisée. Enfin bon, il y a encore 4 acteurs. Bon, mais après tout, c'est pas anormal. Les intérêts sont pas toujours alignés. On n'a pas réussi à être complètement alignés dans la bataille de droits voisins jusqu'au bout avec les magazines. Mais bon, on finira par se retrouver. On s'est déjà largement retrouvés. Il y a des questions de sensibilité, des questions de personnes. En fait, on peut pas méconnaître que c'est une industrie qui est faite de beaucoup de personnalités. Il y a souvent des propriétaires de journaux, il y a des familles, des traditions régionales, des traditions nationales. Bon, voilà. Donc, imaginez que tout le monde va être d'accord tout de suite, c'est pas possible. Mais on a déjà réduit la diversité syndicale, en tout cas, tout en préservant la diversité des titres. Et ça, c'est important. Et encore une fois, c'est aussi par rapport au pouvoir public, c'est pas mal de se présenter un peu moins désuni parce que c'est plus facile de gérer l'interlocuteur du monde de la presse quand il n'est pas trop désuni.
Si je reviens un peu pour prendre un peu de hauteur, perspective future pour le groupe, c'est quoi vos chantiers d'avenir? Alors, vous en avez évoqué certains, la diversification évidemment, mais si on prend 2-3 grands chantiers d'avenir sur lesquels vous allez investir massivement ou investir pour le groupe? Alors, on continue à investir dans la tech. On a vraiment constitué des directions numériques qui sont très proches des titres, des Échos et de tous les titres autour des Échos, Investir, Capital Finance, bon. Et puis Le Parisien aujourd'hui. Et puis ses extensions, puisque maintenant Le Parisien a investi dans une société de production de vidéos, comme vous savez, Studio Fact. Et puis on a un festival aussi. Bon. Donc on a continué, on veut continuer à investir dans la tech et dans l'équipe diffusion et dans l'équipe data au centre du groupe. Ça, c'est vraiment important. On va continuer à investir dans nos people, si j'ose dire, dans les salariés, faire en sorte que la formation soit bonne. J'ai demandé à ce que l'ensemble des journalistes soient formés aux enjeux de l'ESG, de l'environnement. Ça coûte un peu, mais il me paraît assez essentiel de le faire pour que nos journaux, qui sont déjà très fortement imprégnés par ces problématiques, on a récemment recensé ça dans les Échos, 15% des contenus sont liés à l'ESG, à la transfo environnementale. Bon, sans qu'il y ait de quota, sans qu'il y ait non, d'un appel, c'est une sensibilité. Alors, si, quand même, je vais dire, moi, j'ai fait un peu un appel au sommet de la rédaction en chef des Échos en disant, bon, il faut y aller plus, le groupe va s'engager là-dedans. Et puis, j'ai pas eu besoin de beaucoup appeler. Hein. En fait, le sujet est tellement croissant. Donc, la tech, les people, et puis, on va continuer à renforcer nos points forts. En fait, c'est ça qui résume la stratégie qui a été menée depuis 5 ans. C'est si on peut être encore plus fort en éco, en finance, en musique classique, en art, par exemple, eh ben, on continuera à le faire. On va bientôt intégrer, c'est assez connu, le titre Historia, donc un nouveau magazine qui vient du groupe Perdriel, les éditions Croque Futur. Historia va arriver d'ici quelques semaines, quelques mois dans le périmètre du groupe. Ben, il va renforcer le pôle art et culture avec ce que j'évoquais, Connaissance des arts. Donc, ce sera un autre magazine qui est dans cet univers, effectivement, où on a un public art et culture. Et donc, ça permet de renforcer ce pôle thématique. Donc, on va continuer à faire ça et regarder aussi des acquisitions peut-être dans le domaine de la tech et des plateformes pour donner... On n'a pas parlé du tout d'une chose très importante chez nous qui est la plateforme d'annonce légale. Je vois que c'est un secteur qui s'est bien développé depuis quelques années et chez nous, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros en fait de revenus avec une très belle rentabilité. Donc, on a investi à l'origine dans la tech. On a créé une plateforme il y a 3-4 ans. C'était pas évident. On a pris la décision, on l'a fait et ça nous a été bien profitable. Là, on est dans 53 départements. On continue à regarder comment rendre ce service à tous ceux qui ont besoin d'une publication légale pour création, fermeture, changement de destination d'une entreprise. Etc. Voilà. Effectivement, ça, c'est des business qui restent hyper rentables pour les médias. Qui sont proches des médias, voilà, qui ont toujours été proches des médias. Exactement, super. La dernière chose qui n'a rien à voir, est-ce que vous avez un truc cool à nous partager ? Un truc cool à partager. Écoutez, j'ai récemment enregistré 2 titres de rock avec une bande de copains que j'ai depuis l'école et c'était le truc le plus cool que j'ai fait depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut l'écouter en ligne, ça se trouve ? Et n'est pas encore complètement. Pas encore. Le mix n'est pas prêt, m'a-t-on dit, donc j'attends la livraison. Mais quand ce sera le cas, on pourra le publier. Je ne sais pas si vous faites le... Je suis pas certain que ça mérite vraiment, hein, donc on va d'abord l'écouter. Je soumettrai au jugement des plus proches. Comment s'appelle le groupe ? C'est un groupe d'école. Hey Music Lovers est un des titres. Il y a plusieurs noms. Ce qui nous réunit, c'est un amour partagé pour la musique. On a fait ça un samedi et ça nous a vraiment fait un grand plaisir à tous. Eh ben super. Pour ma part, c'est depuis le début du mois de mai, aucun rapport, mais on rejoint un peu les enjeux environnementaux. J'ai arrêté de tondre ma pelouse. C'est le No Mow May. Mois de mai, voilà. Il y a souvent voilà. Et donc je ne tombe pas ma pelouse en ce mois pour justement laisser un peu les fleurs venir. Qui permet un peu aux abeilles, etc. Et donc, de polliniser. Et de polliniser, bravo pour économie d'eau, économie d'électricité. Voilà, donc c'est rien à voir, mais c'est justement le petit truc qui permet... On a tous quelque chose dont on est content, mais là, vous, c'est en plus un petit geste pas inutile pour la planète. Donc vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Pierre. Merci, François, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de partager avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.